Bienvenue au rendez-vous de la grande édition sur la télévision rwandaise. Voici les grands titres. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, admet que s'il y a des pays pauvres qui sont parvenus à passer de cette situation à une autre, c'est la preuve que d'autres peuvent apprendre de leur expérience pour se retirer de la pauvreté. Le Rwanda abrite une conférence internationale sur l'agenda de la santé en Afrique placée sous thème des systèmes de santé résilients pour l'Afrique, repenser l'avenir maintenant. Au sommaire également, ce lundi, la vice-présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais, honorable Mukabagwiza Eda, a reçu une délégation de ses homologues de la Guinée-Conakry qui sont ici au Rwanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre la télévision rwandaise. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, admet que s'il y a des pays pauvres qui sont parvenus à passer de cette situation à une autre, c'est la preuve que d'autres pays peuvent apprendre de leur expérience pour se tirer de la pauvreté. Le chef de la primature a fait cette indication à Doha au Qatar où il a représenté le président de la République à la 5e conférence sur les pays les moins avancés. Kassim Youssouf. Au cours des débats de haut niveau qui ont rassemblé différentes personnalités, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a fait observer que la gouvernance qui vacille, les conflits, différents défis sanitaires, le changement climatique, le commerce international dont la pratique n'est pas perfectionnée et la situation économique mondiale n'est pas satisfaisante sont notamment des facteurs qui font que certains pays regressent et s'appauvrissent davantage. Le chef de la primature a toutefois indiqué que le monde dispose d'autant d'opportunités à exploiter pour se tirer de la pauvreté pour les pays en voie de développement. There are also cases of countries that graduated. Même s'il y a des pays qui, il n'y a pas longtemps, sont passés de la catégorie des pays en voie de développement et qu'il y a d'autres qui le prévoient dans quelques années à venir, cela nous prouve qu'actuellement, il y a espoir qu'il est possible de se tirer de la pauvreté. Et puis, nous pouvons tirer des leçons de ces pays qui ont quitté et qui sont en cours de se tirer de la catégorie des pays en voie de développement. Si ces leçons sont bien appliquées, elles pourraient aider d'autres pays à passer dans la catégorie supérieure. Nous n'avons pas envie de nous éterniser au sein des pays en voie de développement. Aucun pays, aucun gouvernement qui connaît ses responsabilités et il n'y a non plus de citoyens qui puissent ou qui accepteraient de demeurer indéfiniment dans les problèmes qui résultent de la pauvreté. Can and should accept to keep suffering from poverty. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a également participé à la conférence sur la promotion des sciences, la technologie et les innovations afin d'atteindre le développement durable au sein des pays en voie de développement. Se basant sur les réalisations du Rwanda, il a fait observer qu'on ne pourrait pas atteindre un niveau de connaissance appréciable dans les pays en voie de développement s'il n'y a pas d'investissement dans la promotion de la recherche. As an example, in Rwanda, some recent achievements include an adoption of science, technology, innovation policy in 2020. Il est évident que le chemin est encore long, mais cet investissement pour promouvoir les sciences et la technologie a commencé à donner de bons résultats en ce qui concerne l'octroi aux citoyens des services de qualité. La leçon essentielle que nous avons apprise, c'est que la promotion des sciences, de la technologie et des innovations au sein des pays en voie de développement exige divers programmes visant à accroître de manière particulière l'investissement, créer des innovations, mettre en place une économie fondée sur les connaissances et les nouvelles technologies. Nous devons mettre en place des centres modernes spécialisés pour la promotion de la recherche dans les pays en voie de développement, créer des innovations, le renforcement des capacités et trouver des solutions à certains défis afin que nos citoyens puissent atteindre une vie significative. Le Premier ministre a par ailleurs souligné la présence de peu de chercheurs en indiquant qu'en 2019, le monde disposait d'environ 8
dont la plupart sont de la Chine, avec 45% et 25% pour l'Europe. Le Rwanda abrite une conférence internationale sur l'agenda de la santé en Afrique placée sous le thème des systèmes de santé résilients pour l'Afrique, repenser l'avenir maintenant. Cette conférence réunit pendant 3 jours les principaux leaders d'opinion, les personnalités politiques, les innovateurs, les chercheurs, les décideurs, les agents de santé et mobilisateurs communautaires d'Afrique pour un dialogue et une action visant à intégrer le discours sur le climat dans les conversations sur les politiques de santé et vice-versa. Les participants à cette conférence espèrent qu'elle permettra d'adopter des stratégies de nature à booster le secteur de la santé sur le continent africain, lequel est souvent fragilisé par des systèmes de santé non résilients. La finalité, c'est justement de profiter de cette plateforme pour que nous puissions d'abord atteindre la couverture sanitaire universelle, parce que c'est important, et comment contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et on sait qu'on ne peut pas justement aller vers la couverture sanitaire universelle, on ne peut pas atteindre les objectifs de développement durable si nous n'avons pas des soins de santé primaires robustes. Donc là, je pense que la question centrale que nous devons nous interroger aussi aujourd'hui, c'est oui, nous devons mettre une plateforme de discussion, nous devons échanger les données, mais nous devons nous interroger comment aujourd'hui les soins de santé primaires sont dans nos États. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de soins de santé primaire si on n'interroge pas les 6 piliers du système de santé, en termes de financement, en termes d'information sanitaire, en termes de biens médicaux, en termes de ressources humaines. Ça a été démontré lors de la Covid-19 qu'on a eu des difficultés, justement, pour beaucoup de pays ont eu des difficultés pour gérer, juguler la pandémie, même si aujourd'hui, nous pensons que nous avons pu gérer avec beaucoup d'efficacité cette pandémie. Donc moi, je pense que oui, nous devons réfléchir à mettre en place une plateforme, mais nous devons aussi réfléchir comment renforcer les 6 piliers du système de santé qui pourront nous permettre justement d'avoir des résultats concluants qui pourront atteindre dans la couverture sanitaire universelle, qui vont contribuer bien sûr à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et si le système de santé primaire sont résilients, ils vont nous aider justement à nous préparer à faire la riposte, parce que c'est par là que nous pouvons détecter les anomalies et les événements inhabituels. Donc moi j'estime qu'il est bien que nous réfléchissions sur la mise en place d'une plateforme qui va nous permettre de changer rapidement les expériences, mais aussi réfléchissons comment renforcer le système de santé, les soins de santé primaire, qui reste vraiment la base même de tout ce qu'on va faire après. Parlons toujours de la santé, mais sur un autre angle. Les spécialistes de la santé mentale préviennent contre l'usage excessif de l'alcool, car il peut nuire à la santé mentale en particulier et à la vie de l'individu en général. C'est en tout cas le point de vue du docteur en psychopathologie et en psychologie clinique, Aristide Rutaisire, qui exerce son métier à Amiens, en France. Suivez. Avant de parler de l'impact de l'alcool sur l'individu, on va plutôt se demander pourquoi la personne puisse prendre de l'alcool. L'alcool pas pour boire tout simplement, mais plutôt aussi l'alcool pour se droguer, oublier et faire face à pas mal de situations compliquées que la personne peut rencontrer. Comme une réponse qui peut répondre pas seulement à un événement, une situation qui lui arrive, mais aussi à une sorte de stress, d'anxiété, de la dépression, ainsi de suite. Et donc pour parler de l'impact alors qui viennent, c'est ne pas répondre effectivement à ce stress, alors qu'on prend l'alcool à la place de répondre à ce stress et à l'anxiété, mais c'est aussi ce que je peux appeler des problèmes retard. Donc ce qui va arriver plus tard sur le corps psychique, sur le corps mémoire, neuropsychologique, et puis sur le corps santé somatique. Donc les conséquences ne sont pas du tout directes. C'est pas direct. C'est pour ça que l'alcool est très dangereux. C'est pas direct dans le sens où on le consomme au fur et à mesure, et c'est là que ça devient un problème sérieux. Mais ça dépend. Et ça peut être aussi des conséquences directes. Tout dépend de ce qu'on a consommé, de comment on le consomme. Il y a un style qu'on appelle le binge drinking
qui consiste à boire beaucoup de quantité en même temps, en mélangeant beaucoup de types d'alcool. Et cela peut faire tomber la personne dans un coma éthylique. Et s'il est sur la route et qu'il tombe dans ce coma-là, qui sait, il peut mourir aussitôt. Tout dépend de quand est-ce qu'on a commencé de prendre de l'alcool. Parce que quand on commence à parler de l'alcool, de l'alcoolisme, c'est question de répétition, de fréquence et de durée. Combien de quantité on prend, dans combien de temps et combien de répétitions cela arrive. Et c'est aussi pourquoi on prend de l'alcool. Bien évidemment, l'alcool pour l'enfant sera très grave dans le sens où ça peut impacter son développement. L'enfant, ça veut dire de quel âge à quel âge? On dira de 2-3 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans. Après, ce sera la préadolescence. Et ça reste les enfants, effectivement. Mais l'alcool va gâcher beaucoup de choses. Du point de vue psychologique, d'abord, ça va gâcher ce qu'on appelle l'estime de soi. Un jeune homme ou un jeune enfant qui prend de l'alcool, même un adulte, mais plus les ados qui prennent de l'alcool, pensent que c'est par là qu'ils puissent trouver l'estime de soi. Quand j'ai pris un verre d'alcool, je peux parler. Je me sens libre. Et quand j'ai un verre d'alcool, je peux draguer. Et donc là, ça lui donne l'envie de parler, d'entrer avec les autres. Donc ça casse directement ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi. Je ne peux pas passer un examen si je n'ai pas bu. Je ne peux pas passer un interview si je n'ai pas bu. Sauf que passer une interview avec la consommation d'alcool, des fois, ça impacte. Qu'est-ce que ça impacte alors? Ça impacte d'abord la concentration et la mémoire et l'attention des personnes qui prennent de l'alcool à long terme. Là, c'est du point de vue neuropsychologique. Sinon, du point de vue somatique, ça peut causer des cancers. Mais je parle ce qui me concerne en tant que psychopathologue. Et donc, ça va concerner plus sur la concentration, sur l'attention, sur le manque d'estime de soi, ça peut aussi impacter, s'il y a l'estime de soi, ça peut impacter la vie du sommeil, la vie sexuelle et la vie, de ce qui concerne le manger. Ce lundi, la vice-présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais, honorable Mukabagwiza Eda, a reçu une délégation de ses homologues de la Guinée-Conakry qui sont au Rwanda. Seni Fasciné, chef de cette mission, a partagé son point de vue. Nous connaissons plus ou moins l'histoire constitutionnelle du Rwanda. Au sortir du génocide contre les Tutsis au Rwanda, nous savons que des changements extrêmement importants ont été opérés au plan des choix politiques, au plan des dispositions constitutionnelles. Et ces choix aujourd'hui qui font du Rwanda un pays qui est fréquemment cité au plan international comme un modèle de réussite. Donc il était important pour nous que dans la dynamique et dans la perspective de la rédaction de notre constitution, nous venions ici au Rwanda nous inspirer de l'expérience qui a été mise en œuvre ici. Ils ont souhaité faire une visite ici au Rwanda pour apprendre de notre expérience rwandaise sur le processus de la mise en place de la Constitution nationale. Donc, ils sont déjà dans une transition qui leur demande de mettre en place une Constitution et ils ont jugé nécessaire de visiter certains parlements, dont notre Parlement du Rwanda, pour s'acquérir de cette expérience, mais aussi d'aller dans les détails. La discussion vraiment va dans les détails même, pour pouvoir partager tout le parcours, pour leur permettre d'apprendre de notre passé, de notre expérience, mais tout en échangeant aussi sur leur façon de faire. Et ils veulent s'acquérir de cette expérience pour faire leur constitution. Les enseignants de différentes écoles secondaires du pays participent depuis ce lundi à une formation sur le génocide perpétré contre les Tutsis et la Shoah afin qu'ils puissent enseigner tout en ayant de connaissances irrelatives.
Enseignants en provenance de tout le pays représentent d'autres et certains disent qu'ils ignoraient certains points de cette histoire parce qu'ils ne disposaient pas d'assez de connaissances y relatives. Nous n'avions pas de problème avec l'histoire relative au génocide perpétré contre les Tutsis parce que nous avons des livres et beaucoup d'émissions relatives passent à la radio et il y a beaucoup d'écrits qui peuvent nous éclairer sur l'histoire des Rwandais, mais concernant l'Holocauste, nous ne parvenions pas à trouver assez de matériel didactique. Je l'enseignais en citant seulement quelques exemples de génocides dont l'Holocauste parmi les génocides que le monde a connus. Les lacunes que je vais combler, c'est qu'il y a encore des personnes qui ont l'obstacle de ne pas se sentir à l'aise lorsqu'il s'agit de parler de l'histoire, surtout celle relative au génocide. Comme je participe à cette formation, je vais les aider dans le processus d'approbation de l'histoire et lorsqu'ils l'auront accepté, ils vont l'enseigner sans aucun souci. L'organisation AGS Trust, qui œuvre pour la prévention contre le génocide et autres crimes contre l'humanité, chargée de la formation de ces enseignants, indique qu'ils avaient beaucoup de lacunes. L'ambassadeur d'Israël au Rwanda, Ron Adam, a également participé à la formation de ces enseignants. L'objectif est d'enseigner beaucoup de choses sur l'Holocauste parce qu'on ne peut pas enseigner l'histoire relative au génocide sans d'abord parler de l'Holocauste, car c'est là où on trouve beaucoup d'éléments historiques. Ce n'est pas facile pour les enseignants rwandais d'enseigner l'histoire relative au génocide perpétré contre les Tutsis pour différentes raisons, et donc enseigner l'Holocauste, c'est la solution de savoir la relation existante entre le génocide perpétré contre les Tutsis et le génocide contre les Juifs en 1959 et 1994. Il est donc nécessaire de réserver suffisamment d'heures à l'horaire scolaire pour le cours d'histoire afin que les enseignants aient assez de temps pour l'enseigner. Pendant 4 jours, 15 enseignants bénéficieront d'une formation sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et du génocide contre les Juifs afin qu'ils puissent l'enseigner en ayant suffisamment de connaissances y relatives. Ce lundi, les investisseurs et les opérateurs économiques rwandais et tanzaniens se sont retrouvés à Kigali pour discuter des stratégies visant à éradiquer les obstacles qui entravent les échanges économiques entre les deux pays. Selon les commerçants rwandais, l'un des plus grands obstacles est le retard des marchandises au niveau du port de Dar es Salaam en Tanzanie. Les entreprises rwandaises et tanzaniennes affirment qu'elles vont accroître l'utilisation de la technologie, notamment dans le transport des marchandises. Afin d'améliorer cette coopération, le fait a été aussi soulevé que par le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en charge de la communauté de l'Afrique de l'Est, le professeur Nshuti Manasseh, qui a demandé à ses investisseurs de renforcer l'usage de la technologie pour permettre une accélération des échanges des produits et services entre les deux pays. Le directeur de l'autorité portuaire de Dar es Salaam a déclaré qu'il y avait du travail à faire pour supprimer ces obstacles. Parmi d'autres stratégies proposées, il y a aussi la réduction de la congestion routière qui peut ralentir les camions transportant les marchandises. Place maintenant au Rwanda qui a célébré ce 6 mars la journée de l'alimentation scolaire en Afrique. Les festivités marquant cette journée se sont tenues en district de Kayonza à l'est du Rwanda. Suivons les détails avec Jean-Damascène Manishim. Cette 8e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire est placée sous le thème « Stimuler les systèmes locaux d'approvisionnement alimentaire et les chaînes de valeur régionales, le rôle de la zone de libre-échange continentale africaine pour les programmes d'alimentation scolaire durable et l'amélioration de l'apprentissage ». Dans le district de Kayonza à l'est du Rwanda, l'alimentation scolaire est assurée à la hauteur de 99,2%. Pour l'occasion,
Les directeurs des écoles se sont engagés à renforcer le programme d'alimentation scolaire en cultivant dans leurs écoles respectives les produits consommés à l'école. La journée de l'alimentation scolaire en Afrique est une occasion pour les États membres de l'Union africaine de donner une meilleure visibilité à l'alimentation scolaire en tant qu'instrument permettant à tous les enfants d'avoir accès à l'école, d'y réussir et d'achever leur cursus scolaire. Cette décision de l'Union africaine s'inscrit dans le cadre d'initiatives pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et de la stratégie d'éducation continentale pour l'Afrique. Le thème retenu pour cette édition 2023 confirme que l'alimentation scolaire est un investissement et non une dépense des ressources nationales. L'alimentation scolaire et en particulier l'alimentation basée sur la production constitue un investissement qui favorise le développement du capital humain avec des impacts dans le secteur de l'éducation, de la nutrition, de la santé, de l'hygiène, de l'assainissement, de l'agriculture et du développement économique local. La technologie chinoise Zhongchuo a sorti d'innombrables familles africaines de la pauvreté après avoir été transportées à travers l'océan de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fidji puis au Rwanda. L'herbe apparemment insignifiante change des vies dans de nombreux pays. Je vous propose de suivre des témoignages des habitants de Kamonyi au sud du Rwanda. Sur le vaste plateau de l'Afrique de l'Est se trouve un pays connu sous le nom de pays des 1000 collines, le Rwanda. C'est le pays le plus densément peuplé du continent africain. À Kamonyi, à 1 heure en voiture de Kigali, la capitale rwandaise, un jeune homme qui s'appelle Dema s'affaire dans sa champignonnière. En 2015, il a fondé sa propre affaire. Aujourd'hui, Dema vend environ 6000 sacs de champignons et 200 kg de pleurotes en huîtres par mois, dont le rendement est près de 40 fois supérieur à celui des autres cultures. Plus de 20 000 Rwandais, comme Dema, s'enrichissent grâce à la technologie Junsrao venue de Chine. And when I started doing my business, I earned big money. Then I came to buy the plot here and build new houses. My children are studying in a good school, and the living conditions at home is good. And I'm planning to buy a good vehicle, a very good car. Aujourd'hui, les produits de champignons du Rwanda ne sont pas seulement un délice sur les tables de la population locale, mais ils sont également exportés vers de nombreux pays voisins, dont le Sud-Soudan et le Kenya. Cette herbe verte qui nourrit les champignons est aussi affectueusement appelée l'herbe du bonheur par les habitants locaux. Junsrao technology helped livelihood of Rwandan people in terms of economic and in terms of nutrition level. Mushroom has nutrition benefits where protein, vitamins, many people eat mushroom or where the malnutrition reduce. Le nom anglais du Junsrao provient de l'écriture phonétique chinoise. Dans les années 1960 et 1970, le bois servait de base de culture aux champignons, dont le lantin comestible, l'oreille de Judas et la Ganoderma lucidum. Mais à cause de l'augmentation de leur demande, de nombreux arbres ont été abattus. En 1986, le professeur Lin Jianxi de l'Université de l'agriculture et de la sylviculture du Fujian en Chine a inventé une technologie remplaçant le bois par une herbe, la technologie Junsrao. Grâce à elle, on cultive divers champignons avec l'herbe et on résout ainsi efficacement le problème mondial de la contradiction entre champignons et forêt. En 1997, le professeur Lin a dirigé une équipe d'experts chinois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, une nation insulaire du Pacifique Sud, afin de créer un site de démonstration de cette technologie. L'amitié sincère ignore l'éloignement, on se sent proche comme des voisins. De là, en traversant l'océan, ces petites herbes ont voyagé depuis la PNG au Fidji, puis au Rwanda. Ces herbes, apparemment modestes, deviennent un exemple vivant de l'attachement de la Chine au concept qui vise à promouvoir les droits de l'homme par le développement.
Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous de la grande édition. Au nom de toute l'équipe qui l'a réalisé, je vous souhaite de passer une agréable suite de nos programmes de la télévision rwandaise.